Bonjour à tous. Nous allons vous faire une présentation à deux voix. Donc moi, je suis le docteur Sablin Marie-Paul. Je suis oncologue médicale et je suis responsable de l'unité où on évalue les nouveaux médicaments sur le site de Paris. Et puis Céline, tu veux te présenter maintenant? Bonjour à tous, moi je suis Céline Calin, je suis généticienne à l'Institut Curie, donc je vous parlerai plus spécifiquement des tests de génétique. Pardon, excusez-moi, je parlerai plus fort après. Donc Céline Calin, qui est généticienne. Alors, nous allons vous parler de la médecine personnalisée dans le cancer du sein métastatique. Et quand on parle de médecine personnalisée, quel est le but? C'est finalement le choix du traitement, le choix d'un traitement qui va prendre en compte deux choses importantes, la maladie et également là ou le patient. Pour ça, on va d'abord se concentrer sur la maladie et on va avoir plusieurs niveaux d'évaluation. Le premier niveau d'évaluation, c'est le niveau tissulaire dont le docteur Waflar vous a parlé. Et tout commence avec une biopsie, donc vraiment en situation, que ce soit en situation localisée ou en situation métastatique. Il est vraiment important de caractériser de nouveau la maladie, et cette caractérisation passe par une biopsie, donc par un prélèvement de la tumeur. Une fois cette biopsie réalisée, donc va intervenir nos collègues anatomopathologistes qui vont analyser ces prélèvements et regarder différents éléments. Alors les principaux que vous connaissez bien, donc il y a les récepteurs hormonaux, donc on regarde les récepteurs aux oestrogènes, les récepteurs à la progestérone. On regarde également le récepteur HER2 avec différentes classifications, donc le score 0, 1, 2 et 3. Cette classification a un peu évolué parce que précédemment on disait HER2+, et HER2-. Et maintenant avec la disponibilité d'un nouveau traitement qui cible HER2, on a une nouvelle catégorie qui s'appelle la catégorie HER2 faible. Et après ces trois principaux récepteurs, les récepteurs aux oestrogènes, à la progestérone et HER2, on regarde d'autres éléments, comme par exemple le PDL1 dans les cancers du sein triple négatif. Donc ça, c'est vraiment la première évaluation. Donc c'est cette évaluation tissulaire qui est faite grâce à nos collègues anatomopathologistes et avec laquelle on va déjà pouvoir proposer un certain nombre de traitements. Ensuite, après ce premier niveau de caractérisation, eh bien, on passe à un niveau supérieur avec le niveau moléculaire et les tests génétiques dont va vous parler Céline. Pardon, le docteur Calin, excuse-moi. Bonjour à tous, donc je me représente Céline Calin, donc je suis généticienne à l'Institut Curie. Donc qu'est-ce qu'on va faire en génétique? Déjà, je vais vous faire un tout petit rappel de génétique. En fait, toutes nos cellules nucléées ont de l'ADN qui est organisé en 23 paires de chromosomes. Cet ADN, il va être transformé dans la cellule en ARN messager, puis cet ARN va être décodé pour être traduit en protéines, donc les protéines qui vont être les effecteurs dans toutes nos cellules. Petit zoom sur l'étape de la transcription et vous comprendrez plus tard pourquoi je vous parle de ça. Finalement, les gènes qui codent nos protéines ne représentent que 30% de notre génome. Et ce qui va vraiment nous intéresser pour être traduit en protéines, ce sont les exons, donc des séquences codantes au sein de ces gènes, qui représentent finalement que 1% de notre génome. Donc vraiment, on est sur une toute petite partie de l'ADN que contient nos cellules qui va au départ nous intéresser pour ces analyses. Du point de vue du généticien, le cancer finalement c'est une accumulation d'altérations génomiques dans des cellules. Au départ, toutes les cellules sont normales, elles ont ces 23 paires de chromosomes sans altération, et puis petit à petit, il y a des altérations qui vont apparaître dans une cellule, deux cellules, qui vont se multiplier, s'accumuler, et à la fin, finalement, la tumeur représente un espèce de bulk tumoral. Donc on a une masse de tumeurs avec des anomalies qui sont partagées par plusieurs cellules qu'on appelle des drivers, parce que ce sont ces anomalies qui sont vraiment
responsables de la transformation en cancer. Et à côté de ça, on a des altérations qu'on dit passagères ou isolées, qui sont un peu là on va dire, par le fruit de l'énorme multiplication des cellules, et donc potentiellement il y a des erreurs qui se créent dans l'ADN, mais qui ne sont pas réellement finalement la cause du cancer. Qu'est-ce qu'on va détecter comme type d'anomalie dans des cellules cancéreuses? On peut détecter grosso modo 3 types d'anomalies. D'une part, il y a des mutations ponctuelles. Donc les mutations ponctuelles, en fait, c'est une faute d'orthographe dans l'ADN. Il y a une base qui va être changée au niveau de l'ADN, qui va se répercuter au niveau de l'ARN messager. Et en fait, les bases 3 par 3 au niveau de l'ARN messager servent à coder des acides aminés. Et donc, si on change l'orthographe, on change la traduction. Et donc, on peut potentiellement avoir une protéine qui a des caractéristiques modifiées et donc potentiellement cancéreuses. L'autre type d'anomalie qu'on va rechercher en génétique, ce sont les altérations de nombre de copies de gènes. En généticien, on dit CNV. Donc ici, vous avez représenté sur la ligne au milieu noire l'ensemble des chromosomes qui sont classés et on va quantifier le matériel génétique pour savoir s'il y a du matériel en plus, c'est ce qu'on appelle des gains, et donc c'est ce qui apparaît en bleu qui monte sur le haut de la figure, ou si au contraire la cellule cancéreuse a perdu du matériel génétique, et donc ce sont des pertes, parfois de tout un chromosome, parfois d'un bout de chromosome uniquement, ou parfois même d'un gène isolé. Et donc on quantifie ces altérations de nombre de copies parce que potentiellement elles peuvent après nous servir comme cible thérapeutique. Le troisième type d'anomalie qu'on va regarder, ce sont les échanges de matériel chromosomique. En principe, quand les cellules se divisent, les chromosomes se remettent dans chaque cellule fille, bien ordonnée, en paire, tout va bien. Parfois, dans les cellules cancéreuses, au moment de ces multiplications de cellules, il y a les échanges de matériel entre chromosomes. Et donc, finalement, il y a 2 gènes qui n'étaient pas du tout voisins sur des chromosomes différents qui se retrouvent côte à côte et ils forment finalement ils codent pour une protéine de fusion, puisque c'est qui en fait a 2 morceaux de protéines qui étaient au départ des protéines différentes avec des fonctions oncogéniques également. Donc si je résume, on a finalement trois situations. Dans le cas du gène non altéré, on a notre ADN qui est parfait, qui n'a pas d'altération, avec une protéine avec des fonctions régulées. Parfois, on a des mutations oncogéniques, donc on active un gène, et donc là la protéine gagne en fonction, elle est activée tout le temps. Ou au contraire, parfois, on inactive un gène suppresseur de tumeur, donc on a des altérations, des mutations, du perte de matériel qui fait qu'on n'a plus la protéine. Et cette protéine était justement importante pour réguler le cancer, et donc c'est aussi un problème dans le cadre des cellules cancéreuses. De quoi on a besoin pour chercher toutes ces anomalies? On a besoin de la prescription de l'oncologue qui va nous dire chercher telle ou telle cible thérapeutique, et on utilise le matériel tumoral qui a été prélevé par biopsie. Donc le NAPAT nous transmet du matériel issu de ce bloc inclus en paraffine, dont nous, on va extraire de l'ADN ou de l'ARN tumoral. Et après, on a un outil formidable depuis quelques années qui est le séquençage au débit, donc le NGS, qui en fait va nous permettre d'amplifier l'ADN qu'on a extrait des tumeurs et de rechercher toutes les anomalies qui nous intéressent, que ce soit les mutations ponctuelles, les translocations, les gains, les pertes. Alors en routine, en général, on regarde une dizaine, parfois une centaine de gènes spécifiquement pour aller détecter ces anomalies. Grâce au NGS, on peut faire plusieurs gènes en même temps et plusieurs mêmes patients en même temps. Donc c'est très très puissant comme outil aujourd'hui en génétique. Un exemple, dans le cancer du sein, on sait par exemple que la protéine PIK3CA est très impliquée dans des voies de régulation de la cellule telles que la prolifération et l'apoptose. Donc l'apoptose, c'est la mort des cellules. Vous avez ici sur le schéma à droite ce qui se passe dans une cellule où vous avez la membrane qui est représentée par ce tiret bleu là, avec un récepteur qui active derrière une cascade de protéines. Et lorsque le gène PIK3CA est muté, en fait cette protéine, comme je vous disais tout à l'heure, elle perd toute régulation, c'est-à-dire qu'elle est activée tout le temps, qu'il y ait ou pas le récepteur qui lui est dit de s'activer. Et donc en génétique, nous on va rechercher des mutations spécifiquement dans certains exons, dans certaines séquences codantes de cette protéine, de ce gène, pour prédire finalement la réponse aux inhibiteurs de cette protéine dans le cadre du traitement. Autre exemple, on peut rechercher également des mutations des gènes BRCA1, BRCA2. Dans ce cas-là, on va prédire une réponse aux inhibiteurs de PARP. Les gènes BRCA1, BRCA2, ce sont des très grands gènes.
on doit rechercher des mutations sur toute la séquence codante. Ici, vous avez de manière schématique représenté toutes les mutations sur le gène, donc tous les petits points, là, ce sont les mutations qu'on peut éventuellement trouver, donc il faut séquencer les gènes en entier pour aller chercher ces mutations pour prédire la réponse à un traitement. Pour prédire la réponse à un traitement, on s'intéresse certes à l'ADN tumoral, donc c'est de l'ADN qui va être extrait de la tumeur de la patiente, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en regardant cet ADN tumoral, finalement, on regarde à la fois des altérations acquises par cette tumeur, mais aussi on a forcément dans le prélèvement qu'on a analysé de l'ADN de la personne. Et donc, les oncologues doivent absolument informer les patientes sur le fait qu'en recherchant des anomalies tumorales, on peut parfois découvrir des anomalies de la personne, donc des anomalies dites constitutionnelles. Donc vous avez des petites vidéos comme ça qui ont été faites par nos collègues généticiens cliniques qui expliquent justement pourquoi, en cherchant finalement une cible dans la tumeur, on se retrouve parfois adressé en consultation d'oncogénétique parce que justement on a trouvé une altération. Et donc nous, généticiens, dès qu'on trouve quelque chose dans la tumeur qui nous paraît intéressant parce que peut-être porté par la personne, on doit prévenir les oncogénéticiens pour que cette personne soit vue en consultation et bénéficie de cette prise en charge de génétique clinique. L'autre chose, si on revient à la tumeur qui nous embête un peu, mais qu'on arrive aujourd'hui à contourner, c'est l'hétérogénéité tumorale. Comme je vous disais, une tumeur, finalement, c'est un ensemble de cellules qui ont acquis des mutations, mais qui ne sont pas forcément toutes partagées par les cellules tumorales. Donc il y a une hétérogénéité dite spatiale, et il y a une autre hétérogénéité qui pourrait nous poser problème, c'est l'hétérogénéité temporelle, parce qu'on sait que sous l'effet des traitements, les cellules certaines vont répondre, d'autres pas, et donc il y a finalement des nouvelles mutations qui peuvent apparaître lorsque le cancer devient métastatique, avec éventuellement même des mutations qui sont spécifiques à certains sites et pas à d'autres. Heureusement, pour contourner ça, on a ce qu'on appelle l'analyse d'ADN tumoral circulant. Donc c'est quoi cet ADN? En fait, c'est finalement les cellules tumorales qui libèrent dans le sang leur patrimoine génétique sous forme de petits fragments libres dans le sang. Et donc cet ADN tumoral, il va porter les mêmes altérations que ce qu'on pourrait trouver dans le tissu. Et donc ça nous aide parfois à poser un diagnostic si le tissu n'était pas accessible, à regarder les mutations qui pourraient être actionnables par un traitement. Donc finalement, on peut se servir de cet ADN tumoral circulant comme de l'ADN tissulaire, à ceci près que, en fait, il est en quantité vraiment infime dans la circulation, et donc pour ça, il faut qu'on ait des techniques encore plus sensibles parfois que le NGS. Un exemple de cette détection dans le sang, c'est par exemple donc la détection des mutations de résistance à l'hormonothérapie. On sait que sous l'effet des inhibiteurs de l'aromatase, la tumeur peut développer une résistance à l'hormonothérapie qui se traduit par des mutations du gène qui code le récepteur aux œstrogènes. Et dans ce cas-là, si nous on détecte cette mutation par des techniques très sensibles et avec l'aide de l'ADN tumoral circulant pour appréhender tous les sites métastatiques, il pourra y avoir un changement de traitement vers un traitement plus spécifique qui n'est pas inhibé par ces mutations. Donc est-ce qu'il vaut mieux faire du tissu tumoral ou de l'ADN tumoral circulant? En fait, c'est pas tout à fait le même usage et on voit pas tout à fait les mêmes choses. Les biopsies sont très intéressantes parce qu'elles ramènent beaucoup de matériel, on détecte tous les types d'altérations. En revanche, c'est un acte certes invasif et qui ne se fait qu'à un tenté. On évite de le répéter en général, même si parfois c'est quand même utile. L'ADN tumoral circulant, lui, il est très facile, c'est une simple prise de sang. Simplement, parfois, il n'y a pas beaucoup d'ADN tumoral qui circule, et donc c'est très difficile d'aller détecter ces altérations. Et puis, on ne voit pas forcément aussi bien les anomalies que sur le tissu. Donc finalement, les deux sont complémentaires. Lorsqu'on a fait les analyses de routine dont je vous ai parlé, donc les panels de NGS, éventuellement la digital PCR sur des mutations spécifiques, parfois ça ne suffit pas, les patients sont quand même en échec de traitement, réfractaires au traitement conventionnel, et donc on a un niveau d'analyse supplémentaire grâce aux plateformes de France Médecine Génomique, dont il y a deux plateformes nationales, Sequoia au nord de la France, Oragen au sud de la France, et dans ce cas-là, on fait des analyses encore plus détaillées, qui sont le whole exome sequencing ou le whole genome sequencing. Qu'est-ce que c'est que sont ces analyses? En fait, en routine, on regarde certains gènes spécifiques, donc c'est moins de 1% de l'ADN qui est contenu dans nos cellules.
avec l'exome et le génome complet, soit on séquence tous les exons de tout notre génome, et dans ce cas-là, on voit forcément plus d'altérations potentiellement, et avec le génome complet, on va même aller séquencer des parties qui ne codent pas les gènes, mais qui peuvent avoir un effet sur la régulation de l'expression de certaines protéines. Et donc, on peut potentiellement découvrir des nouvelles cibles thérapeutiques qui sont dites non conventionnelles et qui pourront permettre l'orientation éventuellement vers un essai clinique. Et effectivement, lorsqu'on fait ces analyses à très grande échelle, on se retrouve parfois à découvrir des cibles qui sont moins conventionnelles, moins établies dans les standards de traitement, mais qui pour autant permettront aux patients de bénéficier d'un traitement novateur. Dans ce cas-là, les résultats de génétique sont discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire. Je repasse la parole à ma collègue. Donc, pour le choix du traitement, donc on a caractérisé la maladie au niveau tissulaire, au niveau moléculaire. Avec toutes les informations que l'on a eues, on va se réunir. Donc, ces fameuses RCP qui sont importantes, où il y a plusieurs spécialités, et on va déterminer, on va faire une proposition de traitement adaptée au cas et adaptée aux caractéristiques que l'on a mis en évidence. Donc, voilà, je vous ai fait une petite liste, mais ça peut être une hormonothérapie, un anticorps drogue conjugué, une chimiothérapie, de l'immunothérapie, ou en fonction, si par exemple on a mis en évidence certaines cibles et que à ce moment-là on a un essai thérapeutique qui cible l'anomalie mise en évidence, on peut également proposer un essai thérapeutique. Donc on caractérise la maladie, on se réunit et on propose un traitement. Donc ça, c'est la première partie, la maladie. Mais ce traitement, on le propose à une patiente ou à un patient. Et ce qui est important de voir, c'est le patient dans son ensemble, et donc les antécédents, les comorbidités, la tolérance au traitement précédent, la situation psychosociale, et puis également les projets de vie, les priorités personnelles du patient ou de la patiente. Et donc, finalement, lorsqu'on parle de cette médecine personnalisée, c'est à la fois bien prendre en compte la maladie, les caractéristiques de cette maladie, et puis le patient, la patiente, à qui on va proposer ces traitements. Et donc, en fait, en consultation, on va évoquer c'est une vraie discussion, et ce que l'on appelle finalement un peu une décision partagée, parce qu'il y a des possibilités de traitement qui ne sont pas uniques, et puis on a un patient, une patiente en face qui va avoir aussi des souhaits, et qui peut avoir aussi des limites, par exemple s'il y a une neuropathie séquelaire, le souhait de poursuivre une activité professionnelle, qui peuvent orienter le choix vers de certains traitements. Donc, en conclusion, ce qu'il y a d'important, c'est de se dire que c'est vrai qu'on comprend de mieux en mieux la maladie, on fait des analyses de plus en plus poussées. L'ensemble de ces connaissances et l'ensemble de ces analyses nous permettent d'étoffer nos propositions thérapeutiques. Et en face, nous avons des patients, des patientes qui ont une singularité. Et le fait qu'on ait des traitements qui sont de plus en plus larges, eh bien, on peut proposer une prise en charge plus juste et qui est spécifique et adaptée à chaque patient que l'on prend en charge. Merci beaucoup à toutes les deux. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, beaucoup. Bonjour, docteur. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais juste une question par rapport à mon cas personnel, puisque je parle de mon cas personnel. J'ai été diagnostiquée il y a 2 ans et demi d'un cancer du sang d'emblée métastatique. De ce que j'ai compris, métastase, ça signifie traitement agi. Et j'aimerais savoir si c'est toujours le cas à l'état actuel des connaissances. Est-ce qu'il y a des chances de guérison d'un cancer métastatique?
Merci. Alors, il est difficile de répondre à cette question, et c'est vrai qu'on avait... tout dépend, alors voilà, ça dépend des cas, mais en général, lorsqu'on parle de maladie métastatique, on s'oriente vers une maladie au long cours, une maladie chronique, avec la nécessité de maintenir des traitements qui permettent de contrôler la maladie au long cours. Donc, ça s'inscrit dans la durée. Bonjour. Oui, mais déjà, merci beaucoup pour cette journée, donner la voix et surtout sans jugement, ça fait du bien. J'ai une question peut-être très basique, mais je suis encore assez nouveau dans tout ce cancer du sein métastatique. Ces tests génétiques, c'est quoi qui déclenche qu'on fait un test génétique chez quelqu'un ou peut-être un patient on ne fait pas? C'est quoi le facteur déclencheur de cette décision? Eh bien, dans la mesure où bon, ce que l'on a vu, hein, c'est qu'il y a donc cette première étape tissulaire et puis après moléculaire, et que de ces analyses moléculaires peuvent orienter le choix de traitement, eh bien, très rapidement, en situation métastatique, on propose des tests moléculaires pour mieux comprendre et proposer des traitements et adapter le traitement. Donc, c'est vraiment très fréquent, et ça fait partie de de la prise en charge. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir si, quand on a une tumeur, alors j'ai pris une photo, c'est une tumeur somatique, enfin quand l'ADN est acquis par la tumeur somatique ou par la personne, c'est-à-dire quand c'est la constitution, est-ce que, si je comprends bien, la tumeur, elle n'est pas au même endroit? Il y en a une, enfin la cochonnerie, elle est chez moi, et l'autre, la cochonnerie, elle est dans mon cancer, qui a décidé d'avoir cette mutation. Est-ce que le traitement, quelle que soit la raison, est le même, ou est-ce qu'on ne peut pas traiter de la même manière selon si c'est mon corps qui le contient ou si c'est la tumeur qui le contient? Typiquement, effectivement, on a des traitements, je parlais tout à l'heure des inhibiteurs de PARP, qui ciblent les mutations de BRCA, et finalement, qu'elles soient somatiques, c'est-à-dire uniquement dans la cellule tumorale, ou portées par toutes les cellules de la personne, donc constitutionnelles, ça reste la même cible. Donc en effet, finalement, on traite sur cette cible, peu importe finalement qu'elle soit tumorale ou enfin qu'elle soit somatique ou constitutionnelle. Simplement, dans la cellule tumorale, elle est devenue particulièrement importante pour déclencher la transformation oncogénique, alors que dans les cellules de l'individu, elle est présente sur finalement une seule copie des deux chromosomes qu'on porte, et donc les cellules restent pour autant normales. Elles ne vont pas être ciblées par le traitement, néanmoins, on utilise cette mutation pour cibler dans la tumeur. Bonjour et merci pour cette journée toujours très intéressante. Je vais appuyer, enfin peut-être orienter votre question, madame, sur et votre réponse était c'est une maladie chronique, donc traitement à vie. Je vais un peu l'orienter parce que maintenant on se retrouve, et merci les médecins, merci les chercheurs, avec des patientes qui ont des réponses à 7 ans, 10 ans, 12 ans, génial. Mais est-ce qu'il y a de la recherche pour se dire est-ce que pour ces patientes, à un moment donné, on peut proposer des pauses thérapeutiques? Parce que toutes les patientes qui sont dans cette salle le savent, vivre sous traitement à vie, et je vous assure que c'est pas un long fleuve tranquille. Et notamment, j'ai une pensée particulière pour les jeunes patientes, parce que quand il faut travailler et qu'on est avec une maladie invisible, un handicap invisible, c'est un peu la double et triple peine. Oui, donc cette question des longs répondeurs est une véritable question. On a un essai dans la population HER2 où on s'interroge sur le fait, donc ce sont des patientes qui ont une réponse prolongée, et on arrête les traitements et on les suit avec de l'imagerie et des prélèvements. Donc c'est une vraie question. Et on est d'ailleurs ravis de pouvoir se la poser. Ça veut dire que les patientes ont une maladie contrôlée au long cours, et
dans ces situations-là, c'est vrai que je dirais, personne n'a la réponse. Et donc, ces essais sur les longs répondeurs sont assez difficiles à mettre à mettre en œuvre, mais donc on y travaille. Et à l'échelle individuelle, c'est encore une fois une décision et une discussion que l'on a avec les patients. Tout va dépendre de la durée de cette longue réponse, de la localisation des lésions initialement, si c'était par exemple une maladie oligométastatique ou pas, s'il y a pu y avoir un traitement de ces métastases. Donc c'est vrai que c'est une décision et une discussion au cas par cas qu'on est ravi d'avoir quand la situation se pose, parce que je le répète, ça veut dire que la maladie est contrôlée. Mais oui, on sait que ce sont des traitements lourds, et si l'objectif, c'est vraiment de proposer une prise en charge, de ne pas prendre de risque, de faire prendre de risque à la patiente. Et donc, ça, c'est l'objet d'une discussion. On va prendre deux dernières questions pour rester dans les temps. Bonjour. Bonjour. Pardon. Je ne sais pas où c'est. J'y vais. Allez-y. Oui, moi je voulais savoir, enfin je voulais que vous reveniez sur les indications de la recherche d'ADN circulant. Quelles sont les indications? D'accord. Ou en gros, quand est-ce qu'on peut en parler à son oncologue, savoir si on est dans les indications? Alors j'ai ma collègue, le docteur Loira, qui va vous en parler juste après. Il y a à la fois des indications d'un point de vue thérapeutique, lorsque l'on, par exemple pour la mutation ESR1, qui est une mutation pour la résistance à l'hormonothérapie, lorsque l'on se pose la question de changer d'hormonothérapie, eh bien, on peut être amené à faire ce prélèvement-là. Ensuite, il y a des prélèvements, il peut y avoir des indications dans le cas d'essais thérapeutiques où la cible se retrouve dans l'ADN tumoral, et donc on fait ces prélèvements avec des indications bien précises. Mais là, en routine, il y a la recherche de cette mutation ESR1 qui peut être faite avant de discuter de l'hormonothérapie. Alors non, par exemple, si vous n'avez pas été exposé au inhibiteur de la neuromatase, eh bien, on sait que cette mutation, on ne va pas l'avoir. C'est plus pour savoir si on reprend un inhibiteur de l'aromatase que l'on va pouvoir faire cette recherche, par exemple. Alors bonjour, merci beaucoup au collectif qui a organisé le fait que je n'étais pas encore arrivée, mais j'ai tout suivi à l'extérieur grâce à votre dispositif. Et donc, j'ai cru comprendre, Madame l'oncologue, qui tout de suite après, il y a une présentation, on va revenir sur l'ADN circulant, si je comprends bien. Exactement. Donc, je ne poserai pas cette question. Mais avec le docteur Loira, qui est juste voilà. là. Mais par contre, je vous poserai à vous une question sur la médecine personnalisée. Parce qu'au fond, si j'ai bien compris, on ne fait pas tout en même temps. Et j'ai l'impression que l'immunothérapie, on le propose en dernière... Bon, voilà. Et je voudrais savoir, par rapport aux effets secondaires, pourquoi... Moi, je suis à Gustave aussi, mais je crois que c'est un peu pareil à l'Institut Curie. Pourquoi il n'y a pas des chercheurs qui travaillent un peu plus sur les pratiques de soins en phytothérapie pour atténuer les effets secondaires? Moi, je pense que ça rentre dans la médecine personnalisée. Merci. C'est une question intéressante. Non, mais c'est... donc déjà, par rapport à l'immunothérapie, il y a véritablement des indications. Là, actuellement, dans le cancer du sein, l'immunothérapie est indiquée dans un sous-type, ce sont les cancers du sein triple négatif qui ont une expression de PDL1. Donc, et c'est en première ligne. Et c'est uniquement chez ces patients-là, dans ces cas-là, que l'on le propose. Ensuite, il y a des essais où on évalue l'immunothérapie, mais c'est dans le cadre d'essais thérapeutiques. Et donc actuellement, l'immuno, c'est uniquement pas en dernier, mais plutôt en première ligne. Ensuite, pour ce qui est de la phytothérapie, c'est et la tolérance au traitement, c'est vrai que c'est une véritable question. On fait de plus en plus,
a des consultations avec nos collègues pharmaciens qui nous aident à savoir si des patients ou des patientes qui veulent prendre de la phytothérapie, ne peut pas y avoir de risque d'interaction parce que il peut y avoir des interactions avec les traitements que l'on propose, et donc c'est parfois un peu nos craintes que les traitements pris puissent interagir et provoquer soit des effets secondaires ou soit interagir avec les traitements. Donc on a mis en place une consultation avec les pharmaciens qui nous aident à répondre à nos patients, et c'est un sujet qui est intéressant. Je pense qu'il y a des équipes qui doivent se pencher sur la question. Ensuite, la prise en charge, c'est ce que je vous disais, c'est que on essaye de prendre les patients dans leur ensemble. Il y a énormément de points à discuter. Il y a les traitements, etc., etc. La tolérance est également régulièrement, lorsqu'on fait nos essais thérapeutiques, évaluée au cours au cours des essais, et on essaye d'apporter des réponses. Ensuite, on sait que les réponses, pour l'instant, sont, je dirais pas insuffisantes, mais en tout cas incomplètes, et toutes les équipes, on y travaille. On sait que c'est insuffisant, mais le sujet est vaste, et je pense que les équipes essayent de se concentrer sur, voilà, on n'est peut-être pas assez rapide pour vous, mais ce sont des sujets qui intéressent, et on le prend en compte avec des approches, je vous dis, avec par exemple nos pharmaciens qui nous aident lorsque les patientes veulent prendre de la phytothérapie et que nous, on est démunis, on ne sait pas trop quoi répondre. Nos collègues pharmaciens nous aident à vous apporter des réponses.